Dans le cadre de l'émission Portrait, nous recevons aujourd'hui Queen Sheba. Queen Sheba, bonjour, comment ça va? Bonjour Michael, bonjour Espace FM. Bien ça va, je suis contente, je suis heureuse d'être ici aujourd'hui. Alors on va se rappeler quand même la carrière de Queen Sheba, on va parler de sa petite enfance, on va parler de toute sa carrière, tout ce qu'elle fait. Un album est sorti il n'y a pas longtemps, on en parlera également. Alors Queen, martiniquaise d'origine, on sait, on connaît le combat que tu as mené quand même depuis des années. Alors petite enfance en Martinique, à Fort-de-France. Oui, tout à fait, à Fort-de-France, au Terre-Saint-Ville plus exactement, plein centre-ville, tout près de Bec-en-Or, Grand-Zong, Gesner, Gokavla, dans une petite maison tout près de l'église en fait. J'ai grandi là. J'ai tout vu, la fête des Terre-Saint-Ville, et j'ai justement, par rapport à Aimé Césaire, j'ai justement eu un moment très fort parce que ma mère, elle faisait partie du comité des fêtes des Terre-Saint-Ville. Donc ça m'a amené à être avec elle, à faire des cocardes, à faire tout ça, et à me retrouver près d'Aimé Césaire, près du docteur Aliker, près de Maître Darcière, et j'en passe, pour aller à l'école, là où il donnait, où il y avait le discours, et à me retrouver aussi sur la scène tout près, parce que ma mère, elle était en martiniquaise, debout, c'était elle qui portait les gerbes et qui faisait tout ça. Donc j'étais à Fort-de-France. Et Alors aujourd'hui, pardon Queen, aujourd'hui on va parler quand même de cette aventure en tant que musicienne, en tant que chanteuse. Mais les voix que quand on est petite comme ça, on a envie déjà, toute petite, on a déjà envie de chanter, on a envie de faire des choses. tout à fait, parce que en fait, moi, ma mère, elle chantait. C'était pas une grande chanteuse, mais elle chantait très bien. C'était l'époque de Tino Rossi et tout ça. Et comme je vivais seule avec elle, elle habitait une petite maison avec une petite cour derrière. Et nous étions un peu possessifs, donc j'étais avec elle. J'avais pas d'amis en fait. Et donc quand nous étions dans la cour l'après-midi, quand elle arrosait ses plantes, ou elle était là seule avec moi, elle s'amusait avec moi, nous chantions toutes les deux. Et elle avait une très belle voix. Et donc depuis ce temps-là, j'avais 6 ans, nous faisions des duos à deux voix. Donc j'ai commencé là comme ça à faire cela. Il y a une petite chanson qui revient comme ça. Ah oui, c'est bizarre. Ah oui, il y a une petite chanson comme par exemple Marianne sur une pierre, sur une pierre, sur une pierre. Donc on chantait ça comme ça, à deux voix, dans ce temps-là. Elle m'avait même offert, parce qu'elle n'était pas très riche, elle m'avait offert un petit piano d'enfant, quoi, un truc à queue, mais avec une petite partition. Et là, je jouais dessus avec, parce qu'il y avait le doigté aussi. Da, di, da, da. Je jouais comme ça, voilà quoi. Je crois que j'avais déjà cette fibre pour la musique. Et à Euh, l'école, ça allait bien à l'école? à l'école, bon, voilà. Je le suis toujours une fille rebelle. Rebelle, alors. À 6 ans déjà rebelle? À 6 ans déjà rebelle, parce que j'ai vu ma mère souffrir, je l'ai vu m'élever toute seule. Pourtant, Dieu seul sait si je suis la fille de quelqu'un de très populaire, de très connu, mais je suis une enfant naturelle aussi. Donc, j'ai vu ma mère souffrir, et j'ai vu justement ce temps par rapport à mon titre sur Aimé Césaire. Je l'ai vu aider ma mère comme il a aidé pas mal de gens de la Trénelle, de Volga, tous les quartiers environnants Fort-de-France. Et voilà, tout ça, ça m'a bercé. Donc, j'ai toujours été rebelle parce que j'ai vu ma mère souffrir aussi. Alors l'adolescence arrive, là on a laissé les 6 ans, on arrive jeune fille à Martinique, on a Fort-de-France. Qu'est-ce qui se passe à cet instant dans la tête de Queen Sheba? Vous savez, Queen Sheba, rappelez-vous, Rosie Varas, vous connaissez, on parle avec Rosie Varas aujourd'hui, mais c'est Queen Sheba. On va parler de ça tout à l'heure, on va en parler, savoir pourquoi elle s'appelle Queen Sheba. Alors Rosie, à cette époque-là, l'adolescence arrive, on fait quoi? On dit quoi? Eh bien déjà, ma mère qui, après avoir travaillé justement à la cantine, puisque Aimé Césaire lui avait donné un petit emploi, euh, elle se retrouve à travailler en tant que réceptionniste dans une blanchisserie. Et donc, je l'accompagne toujours, toujours seule avec elle. Et là, ça a été dur pour moi, parce que je veux toujours parler de mon caractère rebelle qui m'habite depuis mon enfance. C'est que ma mère, elle a été largement exploitée par ces gens-là. Et je n'oublierai jamais qu'à un moment, on lui avait dit: Ah, mais on a Stéphanie qui nous fait le ménage. Mais Grégoire, faites-nous le ménage à sa place. Et comme ça, ce petit argent, dans ce temps-là, c'était 30 francs. Ce petit argent, vous le mettrez sur un compte. Non, on vous le mettra. On vous le mettra sur un compte pour Roselyne quand elle sera plus grande. Et elle acceptait. Et moi, je lui disais tout le temps, quand je voyais que c'était très juste: Mais maman, maman, mais tu n'as pas d'argent, tu me dis ça, mais ces gens-là t'avaient promis d'ouvrir un compte. Peut-être qu'il y a déjà plein d'argent sur ce compte.
Et elle me dit, je dis, mais il faut aller les voir, pour voir s'ils te donnent le carnet, s'ils ont le carnet, comment ils ont le carnet, tu n'as pas le carnet. Bon, je n'irai pas plus loin avec ça. Il n'y a jamais eu de carnet et il n'y a jamais eu d'argent. Et ça m'a rendu rebelle depuis longtemps. Mon adolescence, quand je suis arrivée à la Cité Bonheur, parce que je suis quelqu'un de quartier populaire de la Martinique, de Fort-de-France. On est toujours à Fort-de-France. Hein? Toujours à Fort-de-France, quand je suis arrivée à la Cité Bonheur. La première personne qui a eu une clé pour habiter là, en fait, c'était en 64, c'est ma mère, parce que justement, comme avec ses bourgeois, le frère de l'oncle de son patron travaillait à la CIMAR, à la SIAC dans le temps, donc elle a une clé. Et bon, on a habité dans un 3 pièces où j'avais ma chambre, où c'était un peu mieux. Et là, j'ai rencontré des enfants, j'ai rencontré des plus jeunes, des moins jeunes. En fait, j'avais 13-14 ans, j'étais à l'école à Renéville, toujours belle, si bien qu'un jour, le directeur, M. Jacquat, m'avait dit, quand on a su que j'allais passer en seconde au lycée de jeunes filles, c'est très bien, mais il va falloir mettre de l'eau dans ton vin, tu sais, parce que quand on passe au lycée de jeunes filles, c'est pas n'importe quoi, parce que je ne me laissais pas faire. J'avais tellement vu ma maman souffrir. Les copains, les copines, ils étaient comment avec toi? Et j'ai toujours été bien acceptée, mais j'étais garçonnière en fait. Je jouais beaucoup avec les garçons, et sur les motos, j'avais mon petit toit rouge comme les garçons. Je jouais vraiment, j'avais des jeux de garçons, plutôt des jeux de garçons, dans un tamarinier qui était près du manoir. On faisait des zouelles dans le temps, on disait. Des zouelles, je faisais des zouelles dans le tamarinier. Des zouelles serrées, c'est ça? Oui, zouelles serrées dans le tamarinier. Ou bien quand la voiture de Madia Glace passait dans la cité, remontait là, le petit morne là pour aller passer près du temple adventiste, je me pendais derrière la voiture aussi. J'avais que des jeux de garçons, en fait. Voilà, aussi rebelle comme un garçon, donc Oui, Kouncheba aujourd'hui. Alors, il y a eu l'adolescence. Ensuite, à quel moment donc est venue l'envie de chanter, l'envie de faire de la musique? Ça s'est passé comment? Alors, ça m'a toujours habité, comme je le disais au début, du fait que avec ma mère, je chantais. Mais il est vrai que à la Cité Bonheur, j'avais un environnement pareil. C'est-à-dire que juste à côté de chez moi, j'avais Robert Jox, qui est décédé depuis pas mal d'années, qui était chanteur. Et ça va faire rire Simon Jurade. Il avait 17 ans. Simon Jurade qui venait près de chez moi tous les jours. Je le connais très bien, Simon Jurade. Et mon ex-époux, Alfred Varras, qui était là aussi. Donc, ils avaient monté un groupe. Ils allaient jouer un peu partout. Alors, c'est le portrait de Kouncheba, mais on apprend également que Simon Jurade avait joué dans un groupe avant la Perfecta. Tout à fait, il faut qu'ils le disent. Simon Jurade, je l'ai connu très jeune avec sa guitare. Et je me souviens qu'une fois, ils étaient allés jouer à Sainte-Luce. Et Simon Jurade, il est tombé malade. Il avait fait une pleurésie. Il a eu une pleurésie, je crois qu'il avait mangé une banane. Mais il était très malade, c'était bien avant la Perfecta. Il y a très longtemps que je le connais, il avait 17 ans, 18 ans. Et donc, voilà, ils avaient ce groupe-là. Par la suite, mon ex-époux a intégré les Gentlemen, ce groupe-là qui fonctionnait très bien à l'époque. Ah, oui, il jouait à la calebasse, j'étais toujours à la calebasse dans le temps. J'allais comme ça accompagner mon fiancé du moment, c'était mon premier, c'était voilà mon fiancé. Et donc j'allais à la calebasse, il y avait les météos, Ralph Tamar, le grand Ralph Tamar que je n'ai pas rencontré depuis qu'il est aussi célèbre. Il était tout jeune, il chantait aussi à la calebasse et il y avait le chanteur, très bon chanteur, j'oublie son nom, ça m'échappe là maintenant, qui chantait avec lui et qui chantait à mi manera dans le temps. Et Ralph était là, il était tout jeune. Donc je connais ces gens-là depuis bien longtemps. Philippe Burdi, Chico Gelman, qui est un très grand pianiste de la Martinique, dont on ne parle pas, comme Serge Alexandre aussi, et qui sont des gens hors pair, qui traitent avec des gens aux États-Unis, avec Keith Jarrett, je ne sais pas moi, tous ces gens-là. Eh bien, j'avais près de moi aussi Chico Gelman. Il y avait Philippe Burdi, qui m'avait offert le disque de Barbara Streisand, Philippe Burdi. Et Philippe Burdi qui est bassiste, hein? Qui est bassiste, et Chico Gelman qui m'avait... J'ai ça jusqu'au jour d'aujourd'hui. J'ai ces textes-là que je pourrais te montrer. La valse des lilas de Michel Legrand, un été 42. Il m'avait donné tous ces trucs-là et il m'accompagnait au piano, je chantais ça. Donc j'avais tout un environnement musical pour que je puisse vraiment, vraiment m'adonner à cela.
Et puis, voilà, en 1971, donc j'ai eu mon premier enfant. Voilà, je me suis mariée. Ça a posé plein de problèmes parce qu'à la Avec Martinique... M. Varas. Toujours, M. Varas. Et à la Martinique, ils n'avaient jamais vu ça. J'étais déjà consciente. Donc, je me suis mariée en 1971 avec un boubou africain et une coupe afro. Parce que nous étions bien dans la période d'Angela Davis, des Black Panthers, et de Dulce Cleaver et compagnie. Donc, je me suis mariée comme ça. J'ai pris le bus, je suis partie me marier à la mairie. Et ça avait défrayé la chronique. Les gens se moquaient de nous. Regardez, il y a des hippies. Bon, voilà. Entre-temps, ça a évolué, les esprits ont changé. On voit bien des gens dans d'autres tenues vestimentaires pour les mariages et tout ça. Donc, j'étais déjà consciente. Et donc, en 1973, je suis venue à Paris. Arrivée à Paris avec mon ex-époux. J'avais déjà mes 2 enfants, les 2 premiers, Oher et Maya. Nous avons habité à Châtillon-sous-Bagneux. Et dans la même période, très rapidement, j'ai travaillé à la Compagnie Générale de Radiologie. Même un peu avant ça, à la Poste pendant 3 mois, mais on ne m'a pas gardé parce que je suis rebelle. Je ne me laisse pas faire. Je ne me laisse pas faire. Et quand on m'a dit oui, de faire telle chose, j'ai dit non. Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit tout à l'heure quand je passais près de vous? J'ai des trucs à faire parce que mes autres collègues même étaient au petit café et moi on voulait que je fasse plus. J'ai dit non. On m'a appelé au chef de centre. J'ai dit non au chef de centre aussi. On m'a renvoyé, je suis partie. Alors, déjà, rebelle, tu te dis Oui. pas quand même, je suis rebelle, ça va me faire perdre certains avantages. Non, tu te dis non, je suis comme ça, je resterai comme ça. Oui, et je suis déterminée. Je suis déterminée. Et de toutes les manières, lorsqu'on est déterminé et qu'on veut de quelque chose, ça vient quand ça doit venir. Et il se trouve que là, j'ai laissé, et puis 1 mois après, je travaillais déjà à la Compagnie Générale de Radiologie à Issy-les-Moulineaux. Et en même temps, dans le même temps, parce que j'avais déjà cette fibre musicale et qu'il y avait aussi mon ex-époux, nous avons rencontré Serge Rémillon, qui était très grand guitariste de la Martinique, qui évoluait ici. On l'a rencontré et avec lui, il avait un groupe, les West Indies Boys. Et il se trouve que je me suis retrouvée chanteuse dans ce groupe. J'ai donc enregistré sur le premier disque, dans cette période-là, avec les West Indies Boys. J'avais encore mon vêtement africain et ma grosse coupe afro dans le temps. Parce qu'aujourd'hui, ça devient commun pour chez nous, mais ce n'était pas commun dans le temps. J'ai enregistré avec eux. C'était donc premier enregistrement de... Voilà, premier enregistrement. Et puis, après ça, je me suis retrouvée, donc, voilà, le groupe s'est scindé après quelques années. Nous avons reformé un groupe appelé Madi Kera, c'est-à-dire Madinina Kaoukera. Il y avait des Martiniquais, des Guadeloupéens. Il y avait Monique Le Sieur. Monique Le Sieur, c'est une grande choriste dont on n'entend plus parler ici, mais qui, dans le temps, enfin, bien avant ça, elle chantait des styles américains que moi-même, je ne chantais pas encore, et je l'appréciais énormément. Donc, j'ai intégré le groupe avec elle, et bien avant ça, on avait justement Joe Archer, qui est un chanteur haïtien très connu ici, qui est décédé depuis. Donc, on a évolué avec lui, et on a reformé ce groupe après. On a joué au Bill Bocquet à Saint-Germain-des-Prés, on a joué à la Nouba, sur le pont d'Orly. On a joué à des endroits très intéressants. Et puis, voilà. Alors, à cette époque, la Queen Sheba, femme rebelle, qui joue avec des hommes tout le temps, tu te sentais bien dans ce milieu? Tout à fait, parce que de toutes les manières, jusqu'à présent, nous avons encore à nous battre pour gagner notre place en tant que femmes dans la musique ou n'importe où. Les femmes ont toujours autant de problèmes dans le monde entier. Hein. Voilà, c'est pas facilement qu'on arrive à s'imposer. Maintenant un peu moins, elle commence à gérer le monde un tout petit peu là. Hein? Oui, mais c'est la vie qui veut les choses. Mais moi, je ne suis pas pour que l'on discrimine les hommes pour que les femmes... Non, je suis là pour une complémentarité. Voilà, on est là pour se compléter, pour aller ensemble. Hein? On fait partie intégrante de la nature. Je ne suis pas là pour dire, ah ouais, monsieur, t'as là, machin. Non, on est là pour avancer ensemble. Mais c'est vrai que la femme est en train de reprendre... Bon, mais voilà, c'est cette société qui nous mène et puis qui décide de quoi, comment, quoi, à quel moment. La femme a toujours eu sa place. Parce que n'oublions pas que si je veux parler de nous en tant que black, que noir, nous appartenons à une société quand même qui est matriarcale. Société qui est matriarcale, et tout ce qui arrive du fait que la femme se retrouve en arrière-plan, que c'est l'homme, que ça, c'est des trucs qui ont été voulus comme ça.
pour je ne sais pas à quel profit, parce qu'on est complémentaires et du fait que nous soyons d'une société matriarcale, normalement, ce respect de la femme, celle qui donne la vie, qui fait qu'on est, ça devrait se passer autrement. Si je continue à parler, je vais remonter un peu trop loin, je vais remonter au temps d'Isis, Osiris et Horus, où c'est la femme, où c'est la femme qui donne la vie. C'est, voilà, l'homme, ça ne veut pas dire qu'il ne soit rien, mais c'est que c'est la femme qui donne la vie, c'est elle qui fait l'homme. Ça nous va nous faire entrer dans des détails, bon, c'est pas la peine qu'on parle de tout ça. Je vois que nous sommes dans l'émission Portrait. On va tout savoir aujourd'hui sur Queen Sheba, mais aussi donc tout ce qui l'intéresse, tout ce qu'elle fait dans sa vie. C'est Portrait. Petite pause clip, on se retrouve juste après. Queen Sheba aujourd'hui, Serge Rémillon, une étape dans la vie, dans la carrière de Queen Sheba. Serge Rémillon, c'était la belle rencontre, puisqu'à ce moment-là, beaucoup de choses se sont passées après, Queen. Ah, tout à fait. Après, nous avons rencontré Joby Bernabé. Alors, j'habitais Bagneux. Quelle rencontre! Quelle rencontre! C'est mon ami, hein? Parce qu'encore, il y a 3 semaines, nous étions ensemble à la maison de la Martinique. Il était là avec Maxilla, qui est aussi un bon ami. Donc, j'ai rencontré Joby Bernabé avec ma famille et on a échangé beaucoup de choses ensemble. Il avait la pièce de théâtre Qui m'a foutillé ça. Donc, ça se voulait être une pièce par rapport au colonialisme, par rapport au bumidum, qui dénonçait pas mal de choses. C'est une super pièce que nous avons jouée un peu partout ici. Et j'avais, en dehors des petits jeux que j'avais, des petits mon côté de comédienne, j'avais une chanson que j'interprétais. En fait, c'était un texte qu'il avait écrit et j'avais trouvé la mélodie. Paraît-il que cette mélodie rappelait un truc ancestral, je ne sais pas. C'est un truc qui on peut entendre un petit air? Oui, oui, tout à fait. Enfant noissé, l'ennui, la misère, cabaret, chimé-moi. Depuis jour, mort ouais jour, antique de rasier, porté, antique laissé un jour. Maman dey, oh là, il sortit. Il dit moi, il sortit loin, loin, loin. Loin derrière moi, la mémoire reste moi ouais jour.
Et puis, bah, moi, anti-lumière, pour m'empêcher, ça, ouais, devant moi, m'arrêter là, cacachile. Et puis, ti morceau, lumière, moi, chi me quitté, ça fait avant. Longtemps avant, jour mon jour, enfant nous c'est l'ennui, la misère, qui t'est cabaret, chimé moi. Depuis jour, mon ouais, jour. Voilà, quelle émotion tu le vois. Bref, c'est Joby qui entrait derrière ça comme ça. Et dans cette pièce, je chantais ça avec tellement de force. Et en fait, on dirait que ça faisait partie de la pièce. À chaque fois, à un certain moment, je pleurais. Et Joby, et ça s'est repassé là, l'autre jour, quand j'ai chanté, je me suis dit, Dieu, il ne faut pas que ça m'arrive là tout de suite, d'ailleurs. Joby et tous les autres, ils venaient me tenir comme ça, et puis tous, ils repartaient avec moi, ils continuaient à chanter parce que je pleurais. Je pouvais pas... On pensait que ça faisait partie de la pièce. Je ne pouvais pas me contenir. C'était l'émotion, c'était les mots, c'est... C'était les mots et l'émotion, parce que c'est fort. Je dis que loin derrière moi, là où la mémoire de ma race a vu le jour, je parle de ça comme ça, et ça me ramenait loin, comme si j'avais déjà vécu des choses et que j'étais revenue là. Alors, l'histoire continue, Queen, l'histoire continue, la carrière, mais aussi les rencontres. Alors, il s'est passé quoi après? Alors, avec Joby, nous jouions dans Paris, et d'ailleurs, Cali, dans le temps, notre Cali, là... Cali national. Oui, d'ailleurs, dans ce temps-là, comme il commençait, c'était Calimero, il était tout jeune, il avait 16-17 ans. Et donc, il venait de faire son album, parce que Gilles Davis, en fait, c'était son producteur, et Gilles Davis lui avait fait un album. Alors, les chansons là, il a monté, pied coco, nananani, nanana. Tout ça, il avait déjà ça, il avait un afro comme ça, il était tout jeune. Lui, il était là, il venait nous voir jouer. Et un jour, nous jouions à Tolbiac, pardon. Et on est toujours à Paris. À Paris, oui. Et Aimé Césaire est venu. Et quand il a vu cette pièce, il a été émerveillé. Et de cela, il s'est dit, il est venu nous voir après, et il a dit, il faut que vous descendiez au festival, nous jouions ça là, cette année. Et nous sommes descendus, nous avons été invités officiellement, c'était la mascotte du festival. J'ai encore rechanté cette chanson-là et entraîné tout le monde avec moi dans mes pleurs. C'était en quelle année, Queen? C'était en 1976. En 1976. Et de là, mon ex-époux a été sollicité par Aimé Césaire parce qu'il était très, très près du tambour, Aimé Césaire. Il a été sollicité pour donner des cours de percussion au CERMAC. Et du coup, nous sommes restés à la Martinique. Ça a valu que, en fait, Jean-Paul, qui était directeur du CERMAC à ce moment, Jean-Paul Césaire. Jean-Paul Césaire, son fils, comme Césaire, lui, il est reparti ici. Eh bien, comme nous n'avions pas encore de logement, on a été hébergés chez M. Césaire. Et j'ai habité chez lui. C'est ça qui m'a fait voir qu'il fallait, si jamais je construisais, que je fasse une maison de type colonial, parce que c'est vraiment adapté à notre environnement. J'ai habité chez lui pendant 2 mois, avec mes enfants. Alors, qu'est-ce qu'on peut ressentir à ce moment-là, habiter chez un grand monsieur comme Aimé Césaire? Qu'est-ce qu'on ressent? Comment on est? Eh bien, un sentiment de joie déjà, parce que c'est pas évident, c'est pas... Et puis, carrément, de se retrouver là chez cette personne. Enfin, il n'était pas là. Mais c'est tout comme il y avait sa servante qui était là. Et voilà, quoi. On était dans la maison. C'était vraiment, j'étais dans un... Surtout quand je revenais de Paris. Et j'avais jamais habité dans une maison comme ça. J'étais à l'aise. Je venais partout dans la maison. J'allais prendre des mangos et tout. Jean-Paul venait des fois manger avec nous. J'étais comme si j'étais chez moi. Et justement, par rapport au titre que j'ai là,
Quand je dis que c'est comme un père, un oncle, j'ai eu l'occasion par la suite, après ça, d'aller chez lui, m'asseoir dans son salon, pour discuter avec lui, avec mon époux et tout ça, l'un de mes fils aussi, et de partager des moments comme ça avec lui, d'aller dans son bureau. Et j'ai vécu quelque chose de fort aussi, c'est que lorsque j'étais petite, à l'âge de 4-5 ans, lorsque la Martinique, c'était pas comme maintenant. Quand ma mère m'emmenait en promenade dans la cour de la mairie, où il y avait les jets d'eau, et lui, il faisait sa promenade là tous les après-midi. Donc je le rencontrais tous les après-midi. Il passait sa main dans ma tête. Il m'appelait le petit chaperon rouge. Voilà. Donc il y a ces histoires-là. Il y a d'autres anecdotes. Bon, j'ai pas eu le Alors, ce fut une rencontre quand même particulière, mais aussi Oui. très bénéfique. Très bénéfique, puisque Aimé Césaire, ce qu'il a pu nous dire, par exemple, des choses que j'ai entendues dire par la suite, c'est que au départ, c'est un artiste. C'est un poète. Il a été sollicité à une certaine période, à un moment quand il est revenu de son séjour ici, où il y avait la famille Nardal, les sœurs Nardal et tout. Il a été sollicité par le Parti communiste pour représenter leur parti parce qu'ils avaient besoin d'un leader. Ça, il me l'a dit, en présence de mon époux. Ils avaient besoin d'un leader. Donc, lui, il n'était pas dans la politique, mais pourquoi pas ? Puisque c'était quelque chose pour quand même faire évoluer, pour dans le pays faire quelque chose de positif. Il l'a fait, il s'est retrouvé balancé dans la politique, comme ça, alors qu'au départ, ce n'était pas son truc. Il y a eu ce fameux discours à l'Assemblée. Mais oui. Et puis, en plus, de faire tout ça, c'est un homme valeureux. Ce qui a valu qu'il ait aidé tous ces gens qui revenaient des différentes communes de la Martinique qui se sont installées à Fort-de-France. Il a aidé tout le monde. Il a donné du travail à ma mère, qui habitait déjà à Fort-de-France, mais il a donné du travail à pas mal de monde. Il a créé le CERMAC, il a créé pas mal de trucs pour valoriser les gens de sa nation, de son peuple. Donc, c'est quelqu'un dont je suis fière. C'est très rare que j'en parle. Aujourd'hui, c'est la deuxième fois. Hier, j'ai parlé de lui dans une autre radio. Mais cet hommage que je lui rends, c'est pas simplement parce que, comme tout le monde, d'ailleurs, ce morceau a été écrit, il n'était pas mort. Alors, je rappelle, ce titre figure sur le nouvel album de Kouncheba. Oui. Il n'était pas mort quand j'ai écrit ce titre. Entre-temps, il est décédé. J'aurais bien aimé pouvoir aller l'accompagner à sa dernière demeure, mais je n'avais pas les possibilités. Donc voilà quoi. Je voudrais qu'on revienne un peu sur ce titre Femme faite pour respecter, un titre qui a valu quand même son pesant d'or, qui aujourd'hui fait encore des ravages parce qu'on écoute ce titre et ça parlait quand même déjà de la femme. Tout à fait, puisque c'est un sujet qui est d'actualité depuis tout temps. Là, on dit effectivement que la femme, dans ce titre, que la femme est une femme comme une femme objet, mais quand on regarde jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est encore pire. C'est encore pire qu'à la période où ça fait plus de 25 ans qu'on en parlait. Là, c'est encore pire. C'est pas qu'on n'a pas pris la leçon, mais on est dans une société déjà qui est déclinante. N'oublions pas que nous suivons un mode occidental, qu'on est colonisé, qu'on est sorti de là où on était. Ça va me faire parler d'autre chose. Non, mais quand tu as lancé ce cri d'alarme, il y a eu un vide après. Les femmes martiniquaises se sont sorties un peu orphelines, non, de cela? Quand tu as lancé le cri d'alarme, femme faite pour respecter, et puis toi, tu n'étais plus là? Eh bien, il faudrait qu'elle me le dise si jamais j'étais invitée à la Martinique à chanter. Tout ce que je sais, c'est que je suis retournée en vacances une fois et j'ai rencontré les femmes de l'Union des femmes de la Martinique, qui ont été contentes de me voir. Et justement, il y avait la marche, c'était en 2000, ça passe vite, il y avait la marche mondiale de la femme. Elles m'ont invitée et j'étais devant. Donc, il y avait une voiture, j'étais devant à chanter ça. Et il y avait au moins 3000 femmes qui me suivaient et il y avait des policiers pour faire la route et tout ça. Et je crois que j'ai marqué quelque chose dans ce pays tout de même. Et que les paroles de cette chanson, et je maintiens les paroles de l'autre chanson que j'ai écrite après avec la Kabyle, où elle chante en français, mais on est dans le même état d'esprit, où on dit des choses beaucoup plus dures. On dit, faut ni femme solidaire, ni femme qui a fait, ni des femmes qui a souffert, ni des femmes qui tout seules. Pour élever, Timoun yo obligé goumen pour gagner la vie, en le femme quatrième, femme qui est du bout, femme, au combat, coûte que coûte, femme. Là, par rapport à femme faite pour respecter, où simplement les choses sont dénoncées, là, c'est une autre chose. Là, c'est une prise de position où je dis, bon, eh bien voilà, ce sera comme ça, c'est ça. Alors que l'autre, on dénonce plutôt.
Et voilà, je crois que ça plaît aux femmes tout de même. Ça leur plaît, mais ça n'empêche pas quand même que cette société de consommation fasse que la femme n'a pas toujours sa place comme il le faut. Et puis que, s'il n'y a pas vraiment au niveau de la prise de conscience, même historique par rapport à la femme et sa valeur, il n'y a pas un travail de fait, il n'y a pas de transmission. C'est normal que les jeunes femmes d'aujourd'hui se retrouvent à faire un peu n'importe quoi. Alors, au niveau politique, en Martinique, Guadeloupe et autres, on sent quand même qu'il y a une avancée et certaines femmes se lancent dans la politique. Tout à fait. C'est vrai que la femme a changé un peu de statut. Elle n'est pas celle qui est à la maison, qui lave le linge. Heureusement, il y a toutes les modernités. Mais il y a des femmes qui sont debout, des femmes qui sont là. Et même, je vais parler de l'Union des femmes de la Martinique. Ce sont des femmes qui ont décidé qu'il fallait se prendre en main, qu'il fallait aider d'autres femmes à s'en sortir, politiquement à tenir des places. Pourquoi ? Parce qu'on parle de parité. On parle de parité, mais est-ce que vraiment cette parité est équilibrée ? Voilà. Je pense au niveau de la Martinique, oui, quand on regarde le conseil régional, le conseil général, on sent quand même qu'il y a quand même une certaine parité à ce niveau. Voilà. Donc c'est très bien parce qu'effectivement, à ce moment, l'échange est bonne, quoi. C'est-à-dire que ça va de niveau, les besoins de chacun peuvent être exprimés parce qu'il y a les deux. Écoutez, c'est pas une catégorie, c'est pas les hommes qui décident pour les femmes. Non, les idées peuvent se confronter, chacun avec ses besoins, et ça, on peut avancer. J'espère que c'est une bonne chose et que ça permet d'évoluer. Alors, vu ce combat, juste avant de faire une petite pause, vu ce combat, est-ce que ça t'a jamais traversé l'esprit de devenir une femme politique ? Non, pas du tout, parce que je suis chanteuse et à travers ma musique, je fais passer les messages que je dois faire passer. Je me veux, comme dirait Césaire, être la bouche de ceux qui n'ont pas de bouche. Et je ne fais pas de politique. Je préfère encore chanter la vérité. Je ne dis pas que je suis avant-gardiste non plus, simplement que je chante la vérité. Je chante ce que je vois, je chante la vie de tous les jours, je chante ce que je ressens. Portrait réalisé aujourd'hui de Queen Sheba. Queen Sheba, politiquement, c'est vrai que c'est pas évident aujourd'hui de se lancer dans la politique. Tu nous disais que tu n'es pas prête pour ça, mais il est vrai qu'aujourd'hui, on a envie d'avoir la vie des femmes, on a envie de voir la force des femmes à ce niveau-là. Tu te sens pas vraiment capable de t'y lancer ? Pas que je ne sois pas capable, parce que tout est capable quand on le veut, mais c'est pas mon truc. C'est pas mon truc. Justement, j'interviens à ma manière en musique. Par le biais de la musique, je me fais la bouche de ceux qui n'ont pas de bouche quand il le faut, pour parler comme Césaire. Et donc, non, ça ne m'intéresse pas. Et puis, tu sais, en tant que Rasta même, je veux dire, politique, religion, same thing, même bagaille. Non, voilà, ça divise les gens comme la religion divise les gens, mais il n'y a pas de mal à dire ce qui ne va pas, à faire valoir ses idées. Donc, moi, je suis plutôt dans cette dynamique. Dynamique aussi qu'amène Queen Sheba à vivre. Elle vit comme tout le monde. Elle disait qu'elle est rasta. Alors, les repas sont comme les autres. On est tranquille, on fait à manger chez soi. On est comme une femme normale. Ah, j'adore cuisiner. Alors ça, la chose que j'aime le plus après la musique, c'est cuisiner. Je prends du plaisir à cuisiner. Tu manger local? Tu manger local, mais Aïtal Vital. Aïtal Vital. Je ne sais pas si tu connais ça. Aïtal et Vital. Et c'est ce qui me maintient en bonne forme à mon âge. Et du moment mes poissons? Oui, moi, quand j'ai du poisson, moi. C'est vrai que je mange du poisson, pas en grande quantité. Je mange du poisson, mais je mange beaucoup de trucs à Ital. Surtout beaucoup de légumes, de trucs de soja préparés de différentes manières. Et c'est vrai que ça ne me manque pas du tout de ne pas manger de viande parce que, sans me vanter, je cuisine bien. Voilà, j'ai goûté à cette cuisine un de ces jours. Est-ce que tu regardes la télé? Tu as le temps? Et même si j'avais le temps, je n'ai jamais été trop télé. J'avoue qu'il y a des gens qui disent des fois faut pas regarder les nouvelles, faut pas regarder ça, vaut mieux éteindre ça. Non, eh bien moi c'est plutôt ça. Je regarde un peu ce qui se passe. Je veux pas être ignorante, je veux savoir ce qui se passe autour de moi, où je suis, comment, quoi. C'est tout. Mais justement, on n'a pas été gâtés ces temps-ci en matière d'image. C'est peut-être que dur à vivre. Tu l'as vécu comment, cette période?
Eh bien, justement, j'ai pas eu le temps de regarder la télé. Ce n'est que peut-être 2 ou 3 jours après, j'ai dit non, il faut que je regarde un peu pour voir ce qui s'est passé. Parce que j'étais justement en plein dans des histoires de musique. Je suis partie avec les Twinkle Brothers, le Twinkle Band. Et les Twinkle Brothers, en fait, c'est 2 frères, c'est Ralston et Norman Gant. Et le band qui les accompagne, alors il y a Black Steel, il y a Barry Prince, il y a Caroline, qui est une fille au clavier, ils ne sont pas très nombreux. Nous sommes partis jouer à Montpellier et j'étais dans une autre mouvance. Donc j'entendais un peu ce qui se passait, mais en même temps j'étais là sans être là. Parce qu'on était dans la musique. Quand on est dans la musique, c'est quelque chose. Hein. On entendait tout ça autour de nous, mais en même temps, on était dans ce qu'on allait faire et voilà, j'ai pas vraiment tilté. D'ailleurs, quand nous étions dans le train, arrivé dans le TGV, arrivé à Montpellier, un moment, le train il a stationné et on nous a dit qu'il y a une alerte colis piégé. Oh, ah bon. Ça fait peur, Queen. Tu sais, ça peut paraître bizarre ce que je vais dire. Je n'ai pas peur de la mort. La mort et la vie, ça va ensemble. Le jour où je décéderai, les gens qui me connaissent ou bien ceux qui auront entendu ça pourront dire quelque chose. Je sais que la mort et la vie, ça va. Je parle de la mort physique. Et la vie, ça va ensemble. Il n'y a personne qui est né puis qui est là jusqu'à aujourd'hui. Donc, il faut s'attendre à ça. Ça vient. C'est vrai que des fois, quand ça vient brutalement comme ça, on ne s'y attend pas. Mais ça fait de la peine aussi quand on sait qu'on ne va plus voir telle personne. Mais ça va ensemble. Alors, je sais que cette mort physique, quelque part d'autre, on se retrouve. Parce que le corps descend de le shéol, mais l'esprit s'envole. Donc, je passe à un autre monde. Est-ce que la Martinique te manque? Oui. La Martinique me manque, des fois je suis nostalgique, mais j'avoue aussi qu'il est très dur pour moi de vivre là-bas, qu'il serait très dur pour moi de retourner vivre là-bas, et parce que depuis longtemps, quand j'ai eu à retourner en vacances, je dis ça, j'ai une certaine amertume, une certaine peine, j'ai mes lunettes donc on ne voit pas l'eau. J'ai eu beaucoup de peine quand je suis revenue à la Martinique, et que j'ai vu pas mal de gens de ma connaissance tomber dans le crack, tomber dans la drogue et devenir méconnaissable. J'ai eu beaucoup de peine. J'ai eu très proche de moi, ça existe. Et c'est un fléau? C'est un fléau. C'est un fléau. Je ne vois pas, j'ai pas de remède. De toutes les façons, c'est pas les gens du peuple qui emmènent le crack. C'est pas eux qui emmènent ces choses-là. C'est quelque chose de voulu. C'est comme l'Ebola en Afrique, c'est comme le sida aussi. Parce que j'ai entendu dire, j'écoute la radio des fois le matin, voilà, quand je vais à la douche le matin, j'ai ma radio, j'ai des trucs de musique partout chez moi. Comme ça, quand je me déplace, voilà. Et là, j'ai un poste avec une radio. Donc, voilà, pendant que je suis là, soit me laver le visage, je mets le poste sur France Inter et j'écoute. Et quand j'entends qu'on dit que dans moins de 50 ans, plus de la moitié de la population mondiale sera en Afrique. En même temps, j'entends dire qu'il y a Ebola, j'entends dire qu'il y avait sida, j'entends dire qu'on a guéri des gens d'Ebola là, à tel endroit quand ils sont partis. Pourtant, on n'arrive pas à guérir ça là-bas. Moi, je me fais ma petite idée. On est en train, c'est un génocide qu'on est en train de créer quelque chose, de détruire ce peuple-là pour faire venir d'autres personnes à un moment. L'histoire se répète en gros. Oui, l'histoire se répète. Et pas par hasard que dernièrement là, quand il y a eu tous les trucs au Mali, ils ont détruit encore les derniers livres qui restaient par rapport au Mali, à l'histoire ancestrale du Mali. Comme on avait fait en Égypte, à Alexandrie. Parce qu'il y a quelque chose qui les dérange par rapport à nous. Même si aux Antilles, parce que il y a certains, je ne porte pas de jugement, comme je ne veux pas qu'on me juge non plus. Il y a chez nous des gens qui voient que leur histoire commence aux Antilles. Mais c'est nous qui voyons comme ça, parce que les Juifs, bon, eux, ils n'ont pas de place, puisque chez nous, il faut savoir, quand ils disaient Juifs errants, regardez Juifs errants, quand tu regardes bien Juifs errants, parce que ce sont des gens, il n'y a même pas un plan national, parce que ce sont des gens qui viennent du Maroc, il y a des Juifs du Maroc, des Juifs d'Italie, des Juifs, tout ça. Ils ont leur vie, mais quand on regarde, ils sont tous ensemble.
Quand on regarde les Arabes, ils sont tous ensemble. Quand on regarde les Hindous, ils sont tous ensemble. Partout où on passe, on voit toutes les communautés ensemble. Et nous, il me semble que nous sommes les seuls à être aussi divisés entre nous. Même ici, nous sommes divisés. On n'arrive pas à avoir une petite place ensemble où on est ensemble à faire tout ça. Et même les Africains, ici, ils sont ensemble. On ne peut pas dire que c'est nègres, les Africains, on les voit. Et nous, je ne sais pas si c'est parce qu'on a... on a le sentiment d'être mieux lotis que les autres, mais en même temps, c'est pas clair parce que on est un peuple qui souffre. Nous sommes un peuple jeune. Oui, et puis voilà, il y a avec une grande souffrance derrière ça, une grande souffrance qu'on n'a pas encore intériorisée. On est là, il y a des choses que nous savons, des choses que nous ne savons pas. Si on ne cherche pas à savoir non plus, on ne peut pas vraiment être nous-mêmes. C'est pourquoi j'ai bien envie de dire aux gens qu'il faut que nous soyons nous-mêmes, que nous connaissions vraiment l'histoire, que nous soyons fiers de nous. Ceux qui veulent dire simplement qu'ils soient, oui, ils sont antillais, ils ne veulent pas s'occuper du reste, mais qu'au moins de savoir que le reste là en question, ce qui était là avant, qui est antérieur à eux, c'est une grande nation, c'est une grande culture, c'est une grande chose. Ça nous donnerait beaucoup plus de force. Alors, il y a une flambée de violence aux Antilles, notamment à la Martinique. Pour l'instant, il n'y a pas de remède. Tout le monde essaie de trouver une guérison à tout ça. C'est pas évident non plus, en Martinique. C'est pas qu'à la Martinique, c'est partout. Il y a ça. On dit un peu comme si la Martinique, c'est un peu la petite Jamaïque aujourd'hui. C'est la Guadeloupe, où il y a le plus de... Non, c'est un peu partout que c'est comme ça. Parce que, en fait, il y a un conflit déjà intergénérationnel. Déjà, chez nous, les grandes personnes, les jeunes ne se comprennent pas, il y a quelque chose. En même temps, c'est pourquoi j'ai un titre aussi Jeunes d'aujourd'hui. Qu'est-ce que nous là, nous avons préparé aux jeunes pour qu'eux-mêmes ils puissent avoir certaines connaissances, qu'ils aient un comportement. Qu'est-ce que le système même, qu'est-ce que la société leur a donné, pour les aider à pouvoir avoir un autre comportement. On est dans une société de consommation. On est dans une société qui décline, parce on suit un mode occidental, où les gens même ne lisent plus, où il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de transmission. Et nous suivons tout ça. Donc, la transmission, comme il y a un conflit intergénérationnel, les jeunes ne sont pas proches. C'est pas comme avant. Moi, j'ai pas connu ça, ma grand-mère, tout ça, mais ma maman était là. Elle m'inculquait certaines choses, elle me donnait une certaine éducation parce qu'elle a vécu la période de l'amiral Robert, elle a vécu certaines choses. Elle m'a raconté des choses, j'ai vu des choses. Il y a des choses que les jeunes d'aujourd'hui, justement, avec cette désinvolture, se laisser aller sur tout de machin. En même temps, ils sont un peu perdus. Il y en a qui veulent savoir, il y en a qui savent des vérités aujourd'hui et qui n'acceptent pas par rapport à un système. Mais il y en a qui ne savent pas. Il y a tout un tas de choses. Il n'y a pas de travail. Il y a pas... Ils sont perdus. Ils sont perdus. Donc on ne peut pas exiger... Voilà, c'est pourquoi moi-même j'ai un titre où je parle aux jeunes d'aujourd'hui. Je sais que c'est pas facile pour eux. Et moi, je fais partie, je ne dis pas, je ne suis pas la seule, je fais partie de ceux qui ont une pensée pour eux et puis qui leur dit qu'il faut tenir, que la vie n'est pas finie. On a tellement à voir encore qu'il faut être fort et qu'il faut avoir confiance en soi tout d'abord. Il faut s'aimer soi-même déjà pour pouvoir aimer les autres. Si on ne s'aime pas soi-même, on fait n'importe quoi parce qu'il faut qu'on sache bien que si on fait des choses qu'on ne doit pas faire, on perd ces choses-là. Il faut déjà s'aimer soi-même pour pouvoir aimer son prochain. Ça, c'est important. Portrait exceptionnel de Queen Sheba. C'est vrai, vous ne l'avez pas vu depuis longtemps. Aujourd'hui, elle revient avec ce portrait. On va la retrouver juste après pour parler de la nouvelle collectivité locale avec les élections de décembre 2015. La 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 la. Je te sais effrayé parce que le système propose. Il te faudra lutter pour sortir de cette névrose. Ta coupe est pleine, mais ce n'est pas de l'eau de rose. De mépris, de rejet, je sais que tu as pris ta dose. Jeune d'aujourd'hui, adulte de demain, vis ton quotidien et surtout n'aie peur de rien.
Jeune d'aujourd'hui, adulte de demain, passe ton chemin, c'est Dieu qui nous soutient. Brise le piège de ta vie quotidienne, jour après jour tu cultives le germe de la haine. Mais sache mon frère que c'est une mauvaise graine qui t'empêche d'être toi-même. L'amour semble être un lointain souvenir, nous marchons dans un monde sans avenir. Autour de notre corps, ce cœur de pierre, faisons renaître un cœur de chair. Jeune d'aujourd'hui, adulte de demain, vis ton quotidien et surtout n'aie peur de rien. Jeune d'aujourd'hui, adulte de demain, passe ton chemin, c'est Dieu qui nous soutient. Jeune d'aujourd'hui, adulte de demain, vis ton quotidien et surtout n'aie peur de rien. Jeune d'aujourd'hui, adulte de demain, passe ton chemin, c'est Dieu qui nous soutient. Ce n'est pas d'aujourd'hui qu'il opte pour la corruption. Défiant la loi divine, l'homme vit sous l'emprise du démon. Il court sans crier garde dans le puits de la destruction, entraînant derrière lui toute une génération. Queen Sheba, décembre 2015, il y aura un vote, nouvelle collectivité, Martinique, nouvelle donne politique. Qu'est-ce que tu penses? Il faudrait que tu me donnes plus d'informations par rapport à ça, que je puisse te répondre, parce que je n'ai pas, j'avouerai, je ne suis pas... Donc il y a un manque d'informations à ce niveau. Oui, tout à fait. Il y a un manque d'informations, surtout que, comme je te disais, je n'ai pas regardé ni de télé, ni de quoi que ce soit depuis un moment, parce que depuis quelques mois déjà, parce que je suis sur mon histoire d'album, j'ai mon travail, parce que je travaille aussi, parce que c'est pas évident, je travaille avec des enfants. Je suis animatrice. Et on le découvre également. Oui, je suis animatrice et j'essaie de transmettre ce que je connais, ce que je sais faire aux enfants. D'ailleurs, je les ai emmenés dans un vrai studio, des enfants de maternelle. Hein. J'ai composé avec eux quelque chose sur l'environnement. Et c'est très important et très intéressant parce qu'ils s'y sont tenus par rapport à ce que je les ai amenés à comprendre les choses et j'ai composé avec eux, ça rime et tout. Je leur ai appris les voix, la tierce, la quinte. Je les ai amenés dans un vrai studio pour faire tout ça. Et je continue justement. Et moi, c'est bien pour moi parce que j'ai quand même un certain âge. Et ça m'aide justement à rester toujours créative, à faire des choses avec les enfants. Donc, j'avouerai que je suis restée un peu en retrait, mais si tu me dis vraiment, je pourrais te donner mon avis. Monsieur Serge Letchimy, président du conseil régional, député de la Martinique. Oui, que je connais, que je fais un petit salut en passant, que j'aimerais bien rencontrer à nouveau. Je l'avais rencontré pour la dernière fois, ça doit faire 1 an. Je l'ai rencontré à la Foire de Paris. On a discuté un peu, et pas très longtemps. C'est quelqu'un que j'apprécie. Parce que c'est quelqu'un qui marche dans la ligne d'Aimé Césaire. C'est le poulain d'Aimé Césaire, c'est Aimé Césaire même qui l'a mis là. Donc voilà quoi. J'ai confiance en lui aussi. J'ai confiance en lui. Pour la Martinique, donc, elle a confiance Queen Sheba. Alors, c'est vrai que la musique fait partie vraiment de ta vie, c'est ta carrière, avec une couleur reggae, hein, qu'on ne trouvait pas auparavant. C'est voulu, à travers cette musique, le message passe mieux. Tout à fait, parce que la musique reggae se veut une musique, toutes les autres musiques sont belles, mais je me sens à l'aise dans cette musique parce que c'est une musique qui se veut spirituelle en même temps et qui justement nous donne l'opportunité de nous exprimer. Au niveau de l'expression corporelle, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que dans cette musique, c'est pas comme si, c'est sans ni dénigrer ni quoi que ce soit. Par exemple, on va danser une mazurka, 1, 2, 3, la musique reggae permet vraiment une expression corporelle. On peut s'adonner, on peut danser rapidement dessus, on peut danser lentement. Ouais. Quelqu'un qui fait de la danse contemporaine peut danser là-dessus. C'est-à-dire que chaque instrument donne la possibilité de s'exprimer d'une certaine manière. Et en plus, on peut véhiculer tous les messages que l'on veut à travers cette musique. Et ça passe parce que c'est une musique qui se veut spirituelle et qui permet vraiment un grand moyen d'expression. Musique qui a permis de connaître Bob Marley, c'est lui qui l'a créé d'ailleurs, mais aussi la Jamaïque, en quelque sorte, la Caraïbe.
Oui, parce que déjà, avant ça, il y avait le rocksteady, il y avait le ska, il y avait tout ça. Et voilà, c'est tout ce mélange. Et Bob Marley a été le plus connu. C'est lui qui se veut entre guillemets, on va dire, ça va gêner si je dis ça, comme si c'est le prophète, quoi. Il est venu porter la parole. Il a transmis cette parole dans le monde entier. Il y avait aussi Jimmy Cliff. Il y avait tous ces gens-là qui étaient là avant. Mais lui, c'est comme s'il a été désigné pour porter cette parole de par le monde, à travers le monde. Donc voilà, quoi. C'est beaucoup de respect. D'ailleurs, c'est grâce à lui que je connaissais déjà le reggae, parce que feu John Holt, il est mort, ça fait 2 mois à peu près. C'est le premier artiste reggae que j'ai découvert dans les années 73. J'avais un disque à la maison, reggae de John Holt. Déjà, voilà, j'avais déjà ça, comme ça. L'autre que j'ai rencontré après, c'était U-Roy. J'étais allé jouer en Haïti, et en fait, il revenait de la Jamaïque, il allait jouer à la Martinique. Je l'ai rencontré dans l'avion, avec le groupe d'Ifé, on était en Haïti, et on est rentré à la Martinique. D'ailleurs, leur manager, c'était Simon, qui fait les trucs reggae, enfin, on n'entend plus parler. Bref, on leur a prêté notre matériel. Petit Simon. Et donc, on leur a prêté notre matériel pour jouer. C'était la première fois que je voyais un groupe reggae à la Martinique, U-Roy. Parmi tous les pays que tu as eu l'occasion de visiter, quel est celui qui t'a le plus marqué? Eh bien, ça va de soi. J'ai fait pas mal de pays, mais quand je suis arrivé en Afrique, bien que n'étant pas allé, à Gorée, à l'île de Gorée, je suis allé quand même au Ghana. Le Ghana, c'est puissant, c'est fort. Je suis allé 2 fois au Ghana. C'est puissant, c'est fort, parce que justement, je me suis retrouvée au Panafest où il y avait un colloque et j'ai vu des rois africains avec des grosses bagues en or, avec des têtes youles, là, comme ça, avec des trucs drapés. Il y avait des Américains, il y avait des gens de partout. Et je me retrouvais à ce moment-là être la seule antillaise là, dans ce milieu-là, parmi tous ces gens-là. Ça m'a fait du bien de découvrir ce pays-là en Afrique et de voir qu'il y avait un truc aussi important. Donc c'est un truc que le Panafest est organisé avec John Warwick, Stevie Wonder et tout ça. C'est une grande organisation. Et il y avait des Américains, il y avait des gens un peu partout. D'ailleurs, j'ai pris pas mal de contacts pour parler de cette renaissance africaine. Alors, pour moi, ça a été, franchement, c'est ça qui m'a vraiment émerveillée. Et puis, quand je suis allée aussi, un autre endroit encore, quand je suis allée à Trinidad, là, ça m'a marqué par rapport à l'événement. C'était 1 mois après la mort de Bob Marley. J'ai représenté la Martinique au Trinidad, au Sunsplash organisé à Trinidad. C'est là que j'ai rencontré Julie Mourillon, qui était là aussi, avec Emphasis, qui était son groupe à ce moment-là. Ça m'a frappé parce que c'était un truc mais vraiment, vraiment grandiose. C'est là que j'ai rencontré Judy Mowat, l'une des choristes de Bob Marley, qui m'a vraiment parlé de Rastafari, de toute l'histoire Rastafari. Et on était en dehors de festival, on s'est retrouvés dans une petite maison avec des gens. Parce que ces gens-là, justement, ce sont de grands artistes, mais des gens tellement simples. On ne peut pas s'imaginer. Jimmy Cliff, ces gens-là, ce sont vraiment des réels stars. Alpha Blondy aussi, ces gens-là avec qui j'ai joué, j'ai travaillé. Ces gens-là, ce sont des gens... Quand on ne les connaît pas comme ça, on peut dire, ce sont des gens... Non, mais ce sont des gens hyper simples. Vraiment hyper simples. Quand tu es avec eux, c'est comme si on est là, entre nous, comme ça. Et voilà. Ça, c'est un bon exemple pour moi. Très beau portrait aujourd'hui de Queen. C'est vrai qu'elle a vécu des moments exceptionnels avec des artistes exceptionnels. Alors aujourd'hui, Queen, après avoir vécu tous ces moments, quelle vision as-tu de la vie de maintenant? Comment ça se passe pour toi? Tu vis bien, tu te sens bien dans ce monde? Je ne peux pas dire que je suis bien dans ce monde quand je vois tout ce qui se passe autour de moi. Je suis une personne de cœur. Et une personne de cœur, le cœur, c'est la personne. L'amour, tu vois. Et je reviens toujours à ça parce que tu sais, mon album, le titre de l'album, c'est Love, Life, Racine. Love, l'amour, c'est la clé qui éclaire l'obscurité de nos consciences. Life, c'est la vie. Il n'y a pas de vie sans amour. Tout ça, ça va ensemble. Les racines, c'est ce qui nous maintiennent debout. Et tous ces 3 mots-là, ça va ensemble. Et moi, voilà, c'est ça qui m'habite, c'est ce que, d'ailleurs, mon album, c'est ça, le 2e, le 3e, ce sera toujours Love, Life, Racine, numéro 1, 2, 3, parce que je vis où ça, mon cœur,
c'est mon cœur qui me mène. Et je souffre énormément parce que je suis quelqu'un de sensible. Ça m'arrive de pleurer. J'essaie de me mettre une carapace pour ne pas pleurer aussi facilement. C'est pas une vie easy que je mène parce que quand je vois tout ce qui se passe autour de moi, je ne suis pas tranquille. Pour terminer, Queen Sheba, ce portrait, quelles seraient tes ambitions aujourd'hui? J'ai des ambitions, j'ai des projets. Je préfère ne pas parler de ce que j'envisage de faire parce que ce que j'ai vécu tout au long de mon parcours artistique ou bien de ma vie m'a montré que des fois, il ne fallait pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, qu'il ne fallait pas tuer l'œuf dans le ventre, il fallait laisser les choses venir petit à petit et savoir à quel moment on dit quoi, on fait quoi. C'est vrai que j'ai des projets, j'ai des objectifs, j'ai des ambitions. Ce que, par contre, qui m'habite et que j'ai envie de dire aux gens, c'est d'être eux-mêmes et de s'aimer eux-mêmes, de s'aimer soi-même. Parce que lorsqu'on s'aime soi-même, on peut aimer les autres. Quand on est soi-même, on est fort. On est fort. On n'a pas envie de singer ni de ressembler à qui que ce soit parce qu'on se connaît soi. On connaît son histoire, on sait qui on est et on peut avancer avec les autres ensemble. C'est ça que j'ai envie de dire aux gens. Alors, tu parles de Rasta. Que penses-tu du monde de Rasta de maintenant? Comment ça se présente? On a refait 5, 4. Tu parlais du monde Rasta. Tu vis avec ce monde. Comment tu perçois ce monde? J'ai juste évoqué le mot comme ça. Oui, Ras Tafaray. C'est le nom de Sa Majesté Haïlé Sélassié, 225e descendant direct du roi Salomon et de la reine de Saba, qui se veut, par le biais des frères et sœurs, qu'on dise comme si c'est le Dieu des Rastas. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Puisque le mot Dieu, déjà, c'est un mot qui est apparu au 9e siècle après Jésus-Christ. Ce mot-là qu'on dit, ah mon Dieu, aïe bon Dieu, mon Dieu, oh mon Dieu. C'est pourquoi déjà, quand les gens parlent, ils disent l'Éternel, ils disent Jéhovah, déjà on leur donne le nom qu'on veut, ou bien le grand maître de l'univers, celui qui est, qui a été, qui est et qui sera, qui a toujours, voilà. Pourquoi les Rastas n'auraient pas le droit de choisir un homme qui a déjà, justement, qui a une spiritualité, même si lui, il dit que l'Éthiopie tend ses mains à Dieu. Un homme qui a créé l'organisation de l'unité africaine, qui, s'il n'avait pas été là pour lutter contre Mussolini, parce que n'oublions pas que l'Éthiopie est resté le seul État indépendant de l'Afrique, qui a œuvré pour le peuple africain, qui a fait pas mal de choses, d'ailleurs qui a été décrié, et c'est normal, parce que le noir est toujours aussi décrié dans la société jusqu'au jour d'aujourd'hui. Les Falachas qui sont dans les montagnes d'Éthiopie, on ne parle pas d'eux, pourtant ce sont les Juifs qui descendent de la tribu de Dan, pour remonter plus loin dans l'histoire. Donc pourquoi on n'aurait pas le droit de choisir? Les Arabes ont bien choisi, c'est Mahomet, c'est pas pour machin. Et on nous a donné Jésus-Christ aussi, un Jésus-Christ blanc qu'on adore, que tout le monde adore. On l'a mis là. Mais aujourd'hui, avec Internet, justement, avec les nouvelles choses, au fur et à mesure qu'on regarde, qu'on machin, il y a, avec notre intelligence, parce qu'on n'est pas des idiots, on peut voir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, savoir prendre ce qui est bon. C'est comme dans la Bible, savoir prendre ce qui est bon dedans, ce qui n'est pas bon. Parce que dans la Bible, on dit qu'il ne faut pas enlever un mot, ni remettre, ni pas remettre. Bref. Mais, on dit ça, mais en même temps, quand on regarde, quand on prend le livre que sur la Bible, la Torah et le Coran, il y a des trucs qui prouvent par A plus B que ça a été remanié, qu'il y a eu des choses dites de manière machin. Voilà. Donc il ne suffit pas de se coiffer comme un Rasta et puis dire qu'on est Rasta. Non, il ne suffit pas de se coiffer. D'ailleurs, ce qui est bien aujourd'hui, qu'il y a beaucoup de gens avec des locks. Moi-même, locks, il m'arrive aux pieds aujourd'hui. Et voilà, ils étaient comme ça qu'on les voyait, là, ils arrivent de mes pieds. Lorsque des gens ont des locks, ils ne sont pas forcément Rasta. D'ailleurs, Judy Mowat, qui a été la choriste de Bob Marley, m'en parlait parce que je l'ai rencontrée, ça fait déjà 30 ans. On s'est déjà rencontrés plusieurs fois après ça. Et c'est elle qui me parlait justement de dreadlocks, de tout ça. Il y a des gens qui sont des dreadlocks. Il y a toute une jeunesse, par exemple. Parce que
ça va me faire aller... On n'aura pas le temps de parler. Voilà. Les gens avec des dreads et puis qui fument. Parce qu'on a vu Bob Marley avec Kaya, spliff dans sa main, tout ça. Alors, les gens cataloguent les Rastas comme des gens qui fument, des drogués, des machins. C'est pas vrai. Parce que déjà, même le fait de fumer, bien avant les Rastas, ça existait. Moi, connu ça à la Martinique. Je ne le faisais pas, mais j'ai vu des artistes chez moi le faire avant qu'il y ait Bob Marley. On parle de Bob Marley. Ça existait, le calumet de la paix, ça existait. Ça a toujours existé. Aujourd'hui, si on va sur Internet, heureusement qu'il y a Internet pour ça, on regarde, on sait que l'herbe, on soigne les gens avec ça. C'est un médicament aussi. On fait plusieurs choses avec. Il y a certains pays où c'est autorisé. Oui, il y a certains pays où c'est autorisé. Bon, c'est comme le tabac. On n'a pas voulu du tabac à un moment. Enfin, les gens plantaient du tabac. On ne voulait pas qu'il machin parce qu'on voulait faire un business avec. Le jour où on pourra faire le business, voilà, ils vont légaliser l'herbe. Je ne suis pas là pour faire l'apologie de l'herbe. C'est pas de ça que je parle. J'ai fait une parenthèse. On a souvent associé le reggae à l'herbe. Bon, même si on associe le reggae à l'herbe, on peut associer... Alors que ce sont des gens très populaires, que même chez la reine d'Angleterre, il y a un machin dans le livre, les Beatles, c'était l'héroïne, la cocaïne. C'est bien plus dangereux que l'herbe, qu'on peut utiliser, soit pour faire des vêtements, soit pour fumer, soit pour quoi que ce soit. Bon, on associe toujours tout à tout. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est un truc de méditation. Les gens fumaient le calumet de la paix avant, méditation. Tant que ça... Moi, je ne fais pas l'apologie. Je ne suis pas là, c'est pas pour ça que je suis là, pour parler de ça. J'en parle parce que je sais que ça... Parce que c'est ton portrait aujourd'hui aussi, hein. Oui. Tu parles de ce que tu ressens. Oui. Ça défraie la chronique. Mais pour revenir à Haïlé Sélassié, pourquoi eh bien, c'est la CIA. Pourquoi pas? Puisque c'est quelqu'un, par rapport au continent africain, par rapport à nous-mêmes, c'est quelqu'un qui avait sa spiritualité, qui avait plein de trucs. Quand on regarde des écrits, quand il avait 5 ans, il parlait 5 ans. Il parlait combien de langues? Il parlait à ses lions. Quand on prend l'histoire, on regarde l'histoire de Ménélique, on regarde toute l'histoire. C'est sûr que nous, les Noirs, il ne faut pas que nous ayons quoi que ce soit qui soit puissant. Il n'y a pas qu'à y laisser lasser. Regarde, Martin Luther King, ce qui lui est arrivé. Et Marcus Garvey, qui a prôné le rapatriement en Afrique. À présent, j'ai entendu dernièrement que dans moins de 50 ans, plus de la moitié de la population mondiale sera en Afrique. Et Marcus Garvey, c'est à la radio que j'ai entendu ça, France Inter. Mais Marcus Garvey, quand il a justement la Black Star Liner pour qu'on puisse le retour en Afrique pour tous les Noirs, ça a paru, c'est un fou, c'était ceci, cela, hein? C'était un homme et sa pensée. Aujourd'hui, on sait bien que les îles... Regarde ce qu'on regardait tout à l'heure, là, en attendant Jean-François. Les îles risquent de disparaître, on sait ça. Quand on regarde bien, c'est écrit dans la Bible aussi. C'est écrit dans la Bible. Parce que la Bible, on dit, ouais, des hommes inspirés de Dieu, mais il y a des trucs qui ont été écrits, puisqu'il y a des trucs qui ont été ajoutés. On nous a dit qu'il ne fallait pas ajouter ni retrancher. Mais la Bible est faite de façon telle à nous maintenir d'une certaine manière. Il ne faut pas qu'on s'y trompe. Bien sûr, je vais choquer pas mal de gens en parlant comme ça. Et c'est l'avenir qui nous le dira. Alors, le portrait, bien sûr, c'est normal. Dans cette émission, on parle de tout. Alors, il est vrai que nous avons beaucoup d'artistes. Nous sommes un peuple jeune. Nous avons un showbiz assez jeune également. Est-ce qu'on peut vivre de sa musique? Alors, je vous dirais franchement que cela fait seulement une dizaine d'années que j'ai décidé de travailler. Parce que j'ai des objectifs. Justement, j'ai dit que je ne vais pas dire mes affaires. Il fallait que je travaille. Parce que justement, le fait de travailler, ça m'a permis d'avoir les moyens. Puisque mon album, je l'ai autoproduit. Maintenant, j'ai JDD Productions qui m'aide à continuer à faire mes affaires. J'ai aussi un manager et des gens qui m'aident. Mais pour que je puisse arriver à ça, il a fallu que je me mette au combat et que je me prenne en main. Parce qu'il n'y avait personne pour me prendre en main. Je n'ai pas eu la chance que certaines personnes ont eu de faire ça. Viens, on fait ça pour toi, on fait ça. Il a fallu que je me batte. Peut-être parce que je suis une rebelle depuis le départ et puis que ma mère, je l'ai tellement vu souffrir et que même sans... Mais on aurait pu penser en disant Rosie Varas, ça va tout seul, non? Non, mais tu sais pas, qu'est-ce que les gens derrière ont dans la tête, on ne sait pas.
Je sais pas tout ce que je sais, c'est que c'est vrai que j'ai été choriste. J'ai fait pas mal d'albums. Et puis, comme je déclarais mes affaires, j'ai touché pas mal d'argent comme ça. Et ça m'a permis de vivre tranquillement. J'avais ma voiture et tout ça. Mais j'étais choriste. Mais après, je me suis dit qu'il fallait, parce que, à moins qu'aujourd'hui la musique me montre que je pourrais faire différemment, je me suis dit qu'il fallait que je travaille. Et je n'ai pas cherché un travail qui va me prendre la tête où il faut. Donc, j'ai cherché quelque chose qui reste toujours quand même dans le domaine artistique et qui me permet justement de faire une transmission par rapport à ce que je sais. Une transmission intelligente. Voilà, une transmission intelligente. Et donc, voilà, je travaille. Ça me permet de survivre tous les jours. Donc, j'ai moins de temps, justement, pour aller faire des petits trucs où on va me dire « Ah, mais j'ai pas... » Non, parce que, voilà, je connais ma valeur dans le travail. Donc, je travaille. Je peux faire toutes mes petites affaires. Et j'ai pu faire mon disque. Et le fait de travailler, je sais que par la suite, si je décide d'arrêter aujourd'hui, je pourrais tout de même dire, et bien que j'ai un petit truc pour me permettre de tenir, de continuer à faire ma musique et de pouvoir faire ce que j'ai en tête, dont je ne veux pas parler. Alors, Queen, quel serait le mot de la fin pour toi? Le mot de la fin, one love, one earth, one destiny. Big up, Michael. Big up, Jean-François aussi. Je souhaite que, voilà, tout aille pour le mieux, pour tout le monde. Qu'on ait beaucoup plus d'amour, parce que c'est parce qu'il n'y a pas d'amour que la haine prend le dessus. One love to everybody. Yes, I. Merci beaucoup, Queen Sheba. Je vous rappelle, si vous voulez participer à cette émission, une adresse email fmichael@live.fr. fmichael@live.fr. Merci et à bientôt. Levez les mains, mesdames et messieurs, pour Queen Sheba. Et vous aurez l'occasion, mesdames et messieurs, de la voir encore et encore et de pouvoir l'applaudir. Sincèrement, ne partez pas sans ce CD parce que vous allez regretter, n'est-ce pas, de ne pas l'avoir acheté. Alors,